Bonjour chers tous, je suis docteur Ever Bokweli, je suis ORL chirurgien et praticien à Diono Clinique. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter quelques éléments sur les accidents domestiques en ORL. Mon propos va concerner deux principaux chapitres. Premièrement, les corps étrangers ésophagiens et deuxièmement, le corps étranger trachéo-laryngobronchique. On va passer très rapidement sur les corps étrangers de voies aérodigestives supérieures, le nez et notamment les corps étrangers de l'oreille. Alors, en ce qui concerne les corps étrangers de l'œsophage, il faut préciser que c'est peut-être les corps étrangers les plus fréquents dont les complications sont certes rares. On rencontre plusieurs types de ces corps étrangers et en résumé, l'endoscopie rigide est la méthode de choix qu'on pratique pour les extraire. Il faut préciser ici que 80% de ces corps étrangers ingérés vont migrer vers l'estomac, donc ne vont pas nécessiter de prise en charge chirurgicale. Seul le quart, voire le cinquième de ces corps étrangers vont être sujets à une indication chirurgicale. Parlant de la nature, les pièces de monnaie vont se retrouver en majorité, 50 à 80%. D'autre part, on va retrouver les jouets métalliques et plastiques. Il faut noter une particularité chez les jouets, chez les enfants, les jouets qui ont généralement le chocolat et autres, ou alors les corps étrangers alimentaires qui sont plus ou moins rares. Les corps étrangers seront bloqués au niveau de l'œsophage par la nature même de l'anatomie de l'œsophage, notamment qui comporte trois rétrécissements anatomiques, dont la bouche, l'œsophage, les tiers moyens et le cardia. On peut être amené à découvrir pendant l'œsophagoscopie quelques pathologies œsophagiennes, notamment les sténoses, ou alors on peut parler très rapidement dans la suite des corps étrangers contondants. Une note particulière doit être faite en ce qui concerne les piles boutons qui ont un caractère chimique de nécrose ou de libération des produits toxiques qui vont entraîner une symptomatologie bien particulière. Le diagnostic sera fait à partir de l'interrogatoire où on va retrouver le plus souvent un syndrome de pénétration, mais bon, généralement il est décrit par l'entourage de l'enfant parce que dans certains cas l'enfant ne parle pas, c'est les enfants, c'est les parents ou bien les nounous qui vont le décrire. D'autres enfants vont venir avec une gêne à la déglutition, une odynophagie pour ceux qui parlent déjà. La plupart des cas, les enfants présentent des vomissements, une hyperchalorée, un reflux alimentaire. Les signes respiratoires se retrouvent dans les cas de corps étrangers œsophagiens qui sont ingérés et dont la nature est compressive au niveau de la trachée. Et on va retrouver chez ces enfants des signes pulmonaires comme la toux, le stridor. Dans bien d'autres cas, la découverte sera fortuite lors d'une consultation ou bien d'une radiographie à distance. Le bilan d'imagerie, il est le plus souvent facile à faire parce que dans nos milieux, on va retrouver des centres de radiologie standard faciles à avoir et le diagnostic sera aisé dans le cas de corps étrangers radiopaques. S'il s'agit d'un corps étranger radiotransparent, le diagnostic sera difficile et sera beaucoup plus orienté par l'interrogatoire et le syndrome de pénétration que nous avons décrit au début. Certains praticiens réalisent les transits pharyngo-œsophagien ou bien les transits urogastro-duodénal pour voir les lacunes qui vont se présenter à la radiographie. Sinon, dans les cas complexes, on sera obligé de faire une imagerie par une tomodensitométrie qui va retrouver la localisation nette du corps étranger. Alors, l'attitude thérapeutique pour les corps étrangers qui n'ont pas migré, qui sont incarcérés dans l'œsophage, la plus fréquente est l'œsophagoscopie au tube rigide. C'est vrai qu'elle présente quelques difficultés ou alors quelques dangers quand elle n'est pas réalisée dans les normes ou bien quand on n'a pas les diamètres adéquats. Toujours est-il qu'après la réalisation de cette œsophagoscopie, une sonde nasogastrique sera mise en place pour faciliter l'alimentation et diminuer les risques d'irritation de la muqueuse œsophagienne.
La fibroscopie souple, elle peut être réalisée, mais généralement, elle présente des difficultés quant à l'extraction parce que les pinces qu'on utilise ne pourront pas permettre l'extraction. Encore qu'on a dit en haut que la plupart de ces cas concernent les pièces de monnaie. Alors, on peut citer quelques techniques de radiologie par sonde à ballonner avec un produit de contraste, ou alors le bougérage qui consiste à mettre une sonde avec ballonnet et qui va ramener ou repousser la pièce de monnaie ou bien le corps étranger dans l'estomac. C'est des techniques qui sont de moins en moins réalisées vu l'essor de l'endoscopie. Le traitement médical, il est de plus en plus rarement utilisé. Il concernait les produits qui baissaient la pression au niveau des sphincters et qui facilitaient à ce moment-là l'expulsion du corps étranger vers l'estomac, plus tard vers les selles. Les corps étrangers, généralement, descendent dans l'estomac après 12 à 24 heures, ce qui nécessite donc un réexamen avant de faire entrer le patient au bloc. Généralement, nous faisons cet examen quelques heures seulement avant le bloc opératoire pour être sûr que le corps étranger n'a pas migré. Les traitements chirurgicaux se font dans les cas de complications, des carcérations, comme j'ai dit tantôt, les piles qui ont perforé, ou alors en cas de présentation de complications comme les médiastinite et autres, ou en post-oesophagoscopie quand l'acte a été très laborieux ou alors avec des objets contondants. Alors, en ce qui concerne le deuxième chapitre, nous allons l'aborder. Il concerne les corps étrangers laryngo-trachéobronchiques. La particularité ici, c'est qu'ils sont sujets à des risques respiratoires très élevés, avec une morbidité et une mortalité prédominante. Il concerne généralement les enfants de moins de 3 ans, avec la prédominance du sexe masculin, avec des pics autour de 3 ans. La nature de ces corps étrangers peut être soit alimentaire, cacahuètes, noix, haricots, noisettes, ou alors les arêtes de poisson, ce qui fait évoquer la pathologie de l'apéritif, parce que généralement les parents, ils ont des cacahuètes ou bien des arachides au salon et les enfants viennent manger en leur absence et l'accident arrive à ce moment-là. Le corps étranger non alimentaire concerne généralement les jouets et autres objets que les enfants ramassent et mettent dans la bouche. Donc après l'accident d'inhalation qui survient généralement pendant les jeux, les rires ou la toux, le corps étranger est inspiré brusquement dans les voies aériennes. La pénétration dépendra du volume de ce corps étranger, de sa forme, de la consistance et de sa surface. Il viendra donc se localiser au niveau soit du larynx. C'est à ce niveau-là qu'on retrouve généralement les arêtes de poisson, soit au niveau de la trachée pour les corps étrangers qui sont un peu plus hauts, comme le morceau de crayon qu'on a décrépit, ou alors au niveau des bronches souches, droite préférentiellement et gauche après, suivant donc les conséquences ventilatoires qui vont intervenir, et la symptomatologie dépendra donc du niveau de pénétration du corps étranger. Dans ce cas spécialement, nous avons un ressort qui a été inhalé par un jeune garçon. Alors ici, ce patient ne présentait pas une grosse dyspnée parce qu'il y a une lumière qui permet l'aération du poumon gauche, le corps étranger au niveau de la bronche souche gauche. Mais par contre, à moindre respiration, il y a une mobilisation de ce ressort qui entraînait une toux, qui a nécessité donc une bronchoscopie, une extraction telle que vous voyez en image. Alors, la clinique va se présenter par un syndrome de pénétration qui consiste à une toux, à une dyspnée, qui en fait c'est un réflexe de défense. Hein. Selon donc le niveau, le volume, la nature du corps étranger, on va se retrouver dans une sorte d'urgence soit absolue avec asphyxie, détresse respiratoire, qui va nécessiter une prise en charge tout de suite en urgence avec l'oxygénation, prise des paramètres et transfert rapide dans un centre hospitalier, ou alors une urgence tardive, ou alors la prise en charge des complications tardives. Cette image représente
une complication bien tardive avec atelectasie d'un poumon. Cet enfant va présenter une dyspnée, mais la prise en charge va consister à enlever le corps étranger et le poumon va reprendre normalement sa ventilation. Alors, quel bilan on va réaliser ici? Vous avez vu plus haut que c'est généralement la radiographie, mais dans certains cas, la radiographie ne suffira pas parce que on a beaucoup de corps étrangers qui sont radiotransparents. Il y a d'autres qui ont des formes assez délicates pour faciliter l'endoscopie ou bien la bronchoscopie. À ce moment-là, le scanner sera un examen de choix qui va nous permettre, comme dans ce cas, de voir ce bout de crayon qui s'est localisé. Parce qu'au début, on avait pensé que c'est un crayon qui se trouvait au niveau de l'œsophage, mais en faisant le scanner, il se retrouve bien au niveau de la bronche souche, il traverse légèrement la carène et il obstrue complètement la bronche souche droite, ce qui a créé une dyspnée sévère chez cet enfant qui a nécessité une prise en charge en urgence. Vous verrez ça dans la vidéo de la fin. Alors, le traitement, on a déjà abordé une première partie, c'est la prévention, la sensibilisation. Et on a noté que plus on sensibilise les parents sur les objets, les cacahuètes à la maison, le haricot, les arachides, parce qu'il y a des mamans qui donnent ces aliments à leurs enfants pour leur apprendre parfois à mâcher et ils ne sont pas conscients que c'est mortel. Alors la modalité de la prise en charge dépendra des circonstances de l'accident. En extrême urgence, il faut faire des manœuvres, la manœuvre de Heimlich. J'avoue personnellement que c'est une manœuvre que je n'ai jamais vu pratiquer. On la répète tout le temps lors des discussions, lors des campagnes. Mais les enfants qui nous arrivent, c'est généralement plus de 4 heures, 5 heures après l'inhalation, voire des jours après. Donc c'est une manœuvre qui peut être faite que sur le lieu de l'inhalation et elle est délicate, elle est souvent mal apprise. Mais bon, on va naturellement la proposer. Le transfert à l'hôpital, alors nous avons des difficultés ici parce que vu les contextes et le milieu, les ambulances non médicalisées, le manque d'oxygénation, et le manque de contact avec les lieux de transfert font que le transfert des patients est souvent très difficile. Alors que c'est à ce moment-là qu'il faut avoir tous les moyens, il faut mettre tous les moyens pour qu'il arrive à destination où il y a un bloc opératoire ou bien du matériel adéquat. Il faut avoir une ventilation, un monitoring adéquat et avertir l'hôpital receveur. En extrême urgence, à l'arrivée à l'hôpital où il y a les moyens, on peut être amené à aller directement vers l'extraction du corps étranger s'il est pharyngé. Ça va désobstruer le pharynx. C'est généralement difficile parce que l'enfant est agité. On peut faire une trachéotomie en urgence, ce qui n'est pas évident du tout chez les enfants compte tenu de la dimension de la trachée qui est assez étroite et du contexte même d'urgence. Généralement, quand la nécessité est là, on peut faire l'intubation pour faire une ventilation forcée et permettre à l'enfant d'attendre tranquillement la chirurgie qui peut se faire dans les 30 minutes, 1 heure après l'intubation. Dans d'autres cas, on reporte la chirurgie pour refroidir ou alors traiter l'inflammation, l'infection qui est sous-jacente, surtout chez les corps étrangers qui ont mis beaucoup plus de temps dans la trachée. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la manœuvre d'Heimlich qui est rarement maîtrisée par les uns et les autres. Alors, l'endoscopie au bloc opératoire, elle est réalisée, vous voyez, une attitude au bloc opératoire, c'est une endoscopie pour un corps étranger facilement visible avec des micro-pinces et des bronchoscopes pédiatriques. Néanmoins, il faut avoir du bon matériel pour faire une anesthésie générale, un bon matériel d'intubation. Il faut le préparer parce que même si on fait une bronchoscopie avec des tubes rigides qui sont du domaine de l'ORL, l'anesthésiste doit toujours préparer une intubation parce qu'après avoir enlevé le bronchoscope, il y a une forte désaturation qui intervient. On peut être amené à utiliser avant l'intubation ou bien avant la bronchoscopie la pince de Magil pour les corps étrangers laryngés. C'est généralement les arrêts de poisson qui sont bloqués au niveau
glottique ou sous-glottique. Il faut avoir une très bonne aspiration. Très bonne aspiration. Dans notre expérience, généralement, les cacahuètes et autres, on les émiette et puis on les aspire totalement. Il faut avoir un bon monitoring en oxygène, en fréquence cardiaque, en fréquence respiratoire. Alors, dans notre expérience, on se rend compte que pendant la bronchoscopie, on a généralement une désaturation qui peut arriver à 0, ce qui nécessite une bonne coordination entre le chirurgien, l'anesthésiste. Généralement, c'est des équipes qui doivent se connaître, qui doivent travailler régulièrement ensemble. Les bronchoscopies sont de différents diamètres, de 2,5 à 3, 4, 5 mm de diamètre. La bronchoscopie souple, certaines équipes peuvent l'utiliser, mais elle est délicate parce qu'elle ne permet pas la ventilation pendant la manœuvre, alors que les bronchoscopes rigides ont une lumière et une ventilation possible. Ici, vous avez sur cette vidéo non seulement l'attitude de bloc opératoire. Là, je suis aidé par mon anesthésiste parce que le corps étranger était presque en train de sortir. Donc, il est venu mettre la main pour qu'on l'enlève à l'aide de la pince de Magid. Et les différentes images des corps étrangers, le bois, le métal, le capuchon de stylo, les petits arrêts de poisson et le morceau de plastique, c'est généralement les perles de cheveux des filles. Ok, je vous remercie. C'est un écolier de 5 ans, transféré d'un hôpital de la ville pour suspicion d'inhalation de corps étrangers après ingestion d'un crayon en milieu scolaire. À son admission à la clinique John Hope, c'est un enfant dyspnéique, agité, se plaignant de douleurs pharyngées avec une désaturation